Bonjour à tous, bonsoir. On va pas attendre que les gens arrivent. De toute façon, n'importe qui peut regarder quand il veut. Ce sera partagé au maximum. Là, je suis avec Ali, qui nous vient de Toulouse et qui a la tristesse en fait d'être sans domicile fixe. On a eu une discussion. Il m'a donné quelques éléments en fait sur sa vie et sur sa condition et sur comment il a abandonné. Et donc il a dit qu'il était ouvert pour donner un témoignage. On va essayer de le suivre au maximum et voir ce qu'on peut faire vraiment pour aider Ali, parce que les conditions dans lesquelles il est, c'est extrêmement grave. Et à travers sa voix, c'est la voix de plusieurs autres SDF et d'autres aussi toxicomanes qui sont totalement laissés à l'abandon par les associations qui sont normalement chargées de ça et qui touchent des millions d'euros, la mairie de Paris, mais aussi les offices de l'État, que ce soit la BAPSA, l'ARS et compagnie. Ali, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu m'as dit que tu as fréquenté La Chapelle Ouais. et La Villette en même temps, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens? Voilà, je viens de Toulouse. Tu viens de Toulouse? Il y a quoi? Il y a à peu près un an, je suis revenu sur Paris. Je connaissais déjà Paris, je venais souvent voir ma famille. Et donc voilà, je suis arrivé ici, j'ai rejoint une amie, on va dire. Ouais. Je suis venu pour retravailler, j'avais déjà travaillé sur Paris. Et en fait, voilà, une blessure tendon d'Achille, beaucoup de mal à récupérer et puis à pouvoir travailler correctement. Parce que voilà, on piétine, on fait des 15 km en moyenne. Et c'est le métier que j'aime, c'est le métier que je sais faire au mieux, j'ai 10 ans d'expérience. Et voilà, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à chercher un domicile. J'ai trouvé des gens qui m'ont hébergé un peu à droite à gauche, mais des hébergements où on finit avec des punaises de lit, on finit avec des poux de corps, on subit la personne qui vous héberge parce qu'elle aussi elle a une vie. Donc ça peut être voilà, sa gueule, ça peut être voilà, des choses qui ne lui conviennent pas, donc on n'est jamais vraiment tranquille. Et à côté de ça, j'ai dit voilà, moi je vais prendre le gauche au lieu de prendre le droit, et puis je me suis mis dehors, quoi. Et l'hiver dernier c'était abusé parce qu'il faisait super froid. Et voilà, heureusement il y a eu l'été, il faisait beaucoup meilleur que l'hiver. On a réussi un peu à passer des petits moments sympas. Et là, là on va démarrer l'hiver. Donc j'appréhende à fond. Là encore on a des beaux jours, on peut même se balader en t-shirt. Mais le froid il va être abusé. Dormir dans le métro, dormir dans des squats, dormir carrément dehors. Voilà, il y a le choix dans la précarité. Donc, moi là en ce moment je dors dans un métro. J'ai un collègue qui peut m'héberger dans son appartement, mais il faut que j'attende qu'il revienne. Il est parti à l'étranger. Donc voilà, en attendant, je prends mon mal en patience. Après je sais que ça ira mieux. Mais je ne suis pas prioritaire parce que je viens d'une autre ville. Donc pour les logements... T'as toujours pas de domiciliation alors que ça fait un an que t'es là? Exactement, alors que j'ai vu les associations, ils m'ont dit de me faire une boîte aux lettres, mais bon, une boîte aux lettres c'est pas, du moins une boîte pour recevoir mon courrier, c'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une boîte où me mettre au chaud. Donc voilà, ouais, toujours pas de domiciliation. Je dois refaire ma carte d'identité parce que le comble dans tout ça, c'est que quand j'ai voulu redescendre à Toulouse, on m'a volé 5 minutes de mon train. J'ai tourné le dos, j'ai parlé avec un monsieur pour lui emprunter son téléphone. Je me retourne, plus de sac, plus de sape, plus de carte d'identité, passeport, plus de carte vitale, plus de bijoux, des choses que j'avais vraiment qui me tenaient à cœur. Et donc là, je me suis retrouvé sans papier. Et puis la CMU, elle s'est arrêtée l'année dernière. Donc je me retrouve sans CMU aussi. J'ai été voir les assistantes sociales de là où je suis, dans le 9e. Et l'assistante sociale, elle m'a dit la marche à suivre. Mais comment vous expliquer, c'est pas facile quand il n'y a pas de suivi. En fait, on vous dit ce que vous devez faire, on vous note.
ben, c'est un papier qui finit dans la poche ou qui finit... Sachant que tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien du tout. Alors qu'on me dit maintenant tout se passe par l'ordi, tout se passe par email. Je vous dis que j'ai pas de mail, que j'ai pas de téléphone, que mon téléphone on me l'a volé. Donc on vous dit prenez un téléphone ou prenez un ordi, mais comment? Même aujourd'hui les taxiphones ça n'existe presque plus. On en a un tous les 15 et voilà, il faut aller dans un taxiphone pour pouvoir et utiliser de l'argent avec lequel tu pourrais manger. Exactement, avec lequel je pourrais manger. Voilà. Donc, moi ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est les questions les plus dures. Comment tu t'es retrouvé très vite à la rue et à consommer certaines substances? Ben, très vite, on va dire que les premières fois, on se retrouve, on veut oublier un peu ce qui se passe, donc on est un peu bourré. Moi, je veux dire, je bois un peu d'alcool. En attendant, moi, je fume pas de clope, je fume pas de joint, je bois pas d'alcool, c'est pas mon délire. Mais ben voilà, il y a des moments où on se retrouve avec des gens qui eux consomment, qui eux ont des traitements, qui eux ceci, parce que voilà, les mecs qui sont le plus dans la merde, c'est eux qui aident. Donc le mec il va t'aider à dormir, à manger, associé à cela, puis il va te donner un petit verre, ou soit il va carrément l'inviter à boire un verre parce qu'il a fait des gestes, et puis de fil en aiguille on se retrouve un peu bourré, éclaté. Une fois on dort dans le métro, on se dit bon ben ça va, il m'est rien arrivé, j'ai le compte à rendre à personne, donc on prend après le fil, on se dit bon ben au moins là je fais chier personne, mais on ne prend pas d'argent. Et puis voilà, on se retrouve à vouloir un peu oublier, puis on passe des bons moments en fumant. Voilà, moi je fume la coque. Et avant je la tapais par le nez, maintenant je la fume. C'est ce qu'on appelle communément les cailloux de crack, quoi. Voilà, la base. Voilà. Et avant de venir ici, tous ceux qui avaient un tuyau là, un doseur et qui fumaient avec, pour moi c'était des toxicos, des grosses merdes, des ceci, des cela, et des fois quand je me retrouve avec ça dans la main, je me dis putain, maintenant c'est moi qui suis dans le petit écran. Je regardais des reportages, aujourd'hui c'est moi l'acteur du reportage. Alors pour toi, n'importe qui, personne n'est à l'abri en fait de ce fléau. Non, personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que tu en as vu à Toulouse? Ouais, j'en ai vu aussi à Toulouse, beaucoup. Mais Paris, voilà, c'est immense, c'est puissance 10. Paris, ça aspire les SDF, clairement. Ça aspire les gens. Moi, je vais vous dire, j'ai un collègue qui est joué tous les jours, qui avait un squat pas loin de là où moi je dors. Et bien, ce mec-là, le pauvre, tous les jours, il buvait sa bière, il était un peu bourré, mais il faisait jamais de mal. Un peu con certaines fois, mais jamais de mal à personne. Et bien, l'été, il a voulu se jeter dans le canal Saint-Martin. Il s'est jeté dedans pour se baigner. Et en fait, il est remonté mort. Alors, on ne sait pas pourquoi. Soit il a fait une hydrocution, soit il a tapé le fond. Je pense qu'il a fait une électrolyse, voilà, avec l'alcool à l'intérieur. Voilà. Il est parti à l'hôpital. À l'hôpital, il était encore vivant. Et un de ses meilleurs amis et un collègue à moi, il nous a dit ouais voilà, le collègue nous a carrément dit qu'il était mort alors qu'il n'était pas. Et il était encore à l'hôpital. Et on apprend après qu'à l'hôpital, il est décédé, il nous a quittés avec je sais pas combien d'alcool dans le sang. Et il fumait aussi avec moi lui. Mais il était tranquille, il cassait pas les couilles. Alors maintenant que tu as parlé justement de gens qui font du mal, tu m'as dit tout à l'heure que tu as eu l'occasion de voir la fameuse Dabia, ouais, vers la Villette, c'est ça? Et elle consommait, c'est ça? Ouais, elle consommait. Ouais. Voilà, tu es le deuxième en fait à me certifier ça. Oui. Et donc c'était une consommatrice régulière ou irrégulière? Est-ce que tu avais une proximité avec elle vu que tu étais toi-même d'origine maghrébine? Non, je la croisais, tout ça, mais non, du tout. Voilà, on sait qu'elle était là pour consommer. Et après, le truc qui est avec le crack, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas régulier. Le crack, c'est toutes les 5 minutes si tu pouvais. Donc au fur et à mesure, les gens qui consomment régulièrement, tu les vois, tu les reconnais quoi? Ouais. Ok. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien, depuis que tu es à la rue, combien de morts tu as vu et combien d'amis as-tu vu mourir? Peut-être une dizaine. Une dizaine? En un an. En un an? Une dizaine? Ouais.
C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Déjà, quand nous, on perd quelqu'un de notre famille ou un ami, on est là en mode dépression, on pleure. Ouais. Toi, c'est ta famille de la rue que tu perds. Ouais. C'est toute une famille décimée, 10 personnes. Et ayant perdu ma mère, paix à son âme. Paix à son âme, Allah yarhama. Et j'ai perdu ma mère, j'avais 16 ans. Mon vrai père, j'ai jamais connu, mais on m'a dit il y a 1 an qu'il était décédé. Et je devais aller à Amiens pour aller chercher un héritage que j'ai pas été chercher. Donc là, je pourrais être carrément en haut de l'affiche. Mais je préfère être comme je suis. Et voilà, et mon beau-père, alhamdoulilah, il est encore en vie. Mais sinon, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Plus là, des collègues, des putains de collègues, quoi. Une meuf aussi qu'on aimait bien, une sacrée gentille demoiselle. Elle donnait de l'argent à tout le monde, elle aidait tout le monde, elle avait des facilités parce que sa famille était riche. Et puis elle traînait avec nous. Et donc quand on était avec elle, on était bien pendant 2-3 jours. On pouvait dormir à l'hôtel, on pouvait fumer, on pouvait tout. Et elle, la pauvre, elle nous a quittés. Et à cause du produit. On a un autre collègue, j'ai un collègue, mon meilleur pote français, il a fait un infarctus. Et heureusement, il est pas mort, mais voilà, il a failli crever, il a fait un AVC. Qu'est-ce que je te dirais encore? Ouais, j'ai des collègues qui ont des maladies, les pauvres, certains incurables, d'autres machins. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont des maladies, un peu, je dirais, des maladies de la saleté. Ça commence par un bouton, on le gratte, après il y a du pus, après il y a les septicémies, après... C'est les maladies du Moyen-Âge, quoi. Voilà, c'est ce que je disais à un mec tout à l'heure qui parlait avec moi. Moi, j'ai pas arrêté de le dire. Alors, aussi bien devant les élus et devant les gens de la télé que la mairie de Paris, au vu de comment elle laissait la misère se développer, elle était en train de ressusciter le Moyen-Âge à Paris. C'est clair. Comme vous dites, des maladies comme ça, j'en ai jamais eu, mais les poux de corps, j'en ai jamais eu, c'est ici que j'ai connu. Les punaises de lit, j'en ai jamais eu, c'est ici que j'en ai eu. Les seules puces que je connaissais, moi, c'était les puces qu'il y a un chien. Qu'est-ce que j'ai eu? La gale, je l'ai eu une fois parce que j'avais dormi dans un camping sur un matelas, voilà, un peu crado, mais bon, j'étais bourré. Et je l'ai soigné. Ici, j'ai eu en même temps la gale, une infection. En fait, j'avais un petit bouton que j'ai gratté à la Villette, que j'ai gratté avec mes ongles qui n'étaient pas propres. Et je l'ai laissé à l'air libre. Et toute la poussière qu'il y a à la Villette, elle est toxique. La poussière de la Villette, elle est toxique. C'est-à-dire que je me suis posé après avoir gratté, donc le sang, je l'avais enlevé et tout, j'avais nettoyé, même avec de l'alcool et tout. Mais à force de marcher dans cette poussière, et le lendemain, je me suis réveillé avec du... T'as dormi là-bas sur place à la Villette? Ouais, j'ai dormi. T'avais une tente? Non, j'ai jamais voulu faire ça. Alors comment tu faisais pour dormir? Je partais dans le métro, je l'ai quitté, j'allais dans le métro et après je revenais. Mais cette maladie-là, donc je finis, ça s'est infecté. Donc je vais à la pharmacie, je nettoie, je trouve un mec, il me paye tout ce qu'il faut, il y en avait pour 20 balles, il a assuré. Alors je nettoie tout. Le lendemain, ça triple de volume, quadruple de volume, c'était à la cheville. J'ai un pied énorme et du pu, mais à l'intérieur, c'est plus en extérieur ou quoi, je sens qu'à chaque fois quand j'appuie, il y en a. Donc tu m'excuses, mais il y avait le bus de l'ARS. Il y a une équipe médicale là-bas sur place. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Rien. Rien du tout? Je leur ai montré, ils m'ont dit qu'il fallait aller à l'hôpital. Attends, ils ont du matériel. Ils sont censés t'aider, t'accompagner, ils touchent des millions d'euros pour ça, et ils n'ont rien fait du tout. À part nous passer des lingettes alcooliques, du moins hydroalcooliques ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous passent d'autre? Voilà, des lingettes, c'est tout ce qu'ils nous passent, des lingettes. Est-ce qu'ils te distribuent des kits? Non. Est-ce qu'ils te distribuent des kits? Non, moi je prends pas de kits. Alors comment tu faisais pour consommer si tu prenais pas leur kit? Moi, en fait, je me démerde tout seul. C'est-à-dire, soit un collègue il me passe au quoi, sinon il y a des associations où on va. Ah, vous voulez dire le kit? Ouais, les kits. Boîte. Ouais, j'ai pris, mais alors là, je vais vous dire un truc, justement. Ils nous passent des kits, mais c'est des enfoirés, c'est des saloperies, parce que dans leur putain de kit, tout est carré, hein, le tuyau il est bon, les machins, mais la grille. Ouais. Ils nous passent des grilles, elles sont toxiques, c'est-à-dire que la grille, il y a des grilles, c'est vraiment du fer, c'est-à-dire que quand on brûle, qu'on arrête de brûler, et bien ça arrête de brûler. Alors qu'eux, ils nous ont passé des filtres, on dirait que dedans il y a du coton, c'est-à-dire que même sans mettre de produit, vous brûlez
vous mettez une flamme, vous aspirez, et ben il y a de la fumée qui sort de votre bouche. C'est-à-dire que le truc il est toxique. Est-ce que ça monte au cerveau cette fumée Mais ça me baise le. Excusez-moi les termes. Non, vas-y, parle normal. Ça me tue les poumons. Quand je crache le matin, c'est noir. Alors que même quand je fume une clope ou quoi, parce que j'en fume 2-3 le soir, et bien le lendemain ça me fait pas ça. Là, j'ai même carrément, j'avais plus de voix. Mon larynx éclaté épave. Et voilà, et je crachais comme un malade. Donc j'ai été à l'hôpital encore. J'ai fait une crise d'asthme. On m'a fait souffler dans un appareil. On m'a donné du Solupred, de la ventoline. Tu pèses combien aujourd'hui? J'ai perdu. Je suis arrivé ici, je faisais 80 kilos. Là, j'en pèse 60. Tu faisais 80 kilos, aujourd'hui t'en fais 60. 20 kilos en un an. 20 kilos en un an, ouais. Putain. 20 kilos. Et tu me disais qu'ils voulaient t'aider pour les papiers, pour ouais. Tout. Mais en fait, tu te dis je t'aide, mais t'aide pas. Il te donne un papier avec la marche à suivre et tu te démerdes. Donc ça veut dire qu'en gros, tu m'expliques en fait qu'en gros, il y a des gens en situation régulière, ouais. C'est-à-dire qui ont la nationalité française ou même des fois même carte de séjour, mais l'essentiel c'est qu'ils sont en situation régulière. Ouais. Et ils se font pas aider pour être réinsérés. Ça veut dire pour toucher leur RSA, toucher leur CMU, ouais. Avoir leur carte d'identité. C'est ce qu'il faut que je fasse. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, t'es jamais réinséré. La seule chose qu'ils font, c'est de distribuer leur kit. Exactement. Voilà. Et après ils nous disent quoi? Ouais, le kit, si le filtre il marche pas ou qu'il est éclaté, c'est exprès parce qu'il y a la loi qui interdit de promouvoir ça. Et eux, justement, ils font en sorte que ils gardent ces filtres-là pour être en adéquation avec la loi, pour dire, regardez, nous on n'incite pas à se droguer, puisque nos filtres ils sont pas adéquats. Mais tout le matériel il y est. Il faut même, tu prends un bout de fer par terre, tu le mets en boule, tu le mets dans ton tuyau et tu poses. Est-ce que certaines personnes font eux-mêmes leur pipe à crack? Ouais, ils font eux-mêmes leur pipe à crack et ils font eux-mêmes leur grille. La grille, ils la font avec du cuivre. Du cuivre? Ouais. Et ils réutilisent à plusieurs reprises? Ouais, exactement. Mais après, la grille, c'est ça qui nique notre vie. C'est la grille. Est-ce que l'ancienne méthode de faire cramer du crack dans de l'aluminium et aspirer avec un tuyau, ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. Et puis même, comment dire, il n'y a pas de comment dire, de barrage. C'est direct dans la gueule. Et là, moi j'en ai perdu mes dents là. Là j'essaye d'aller au dentiste, je trouve pas de dentiste sans CMU. On m'a dit qu'il y en avait un Gare du Nord ou un camion à l'association, mais bon je ne le vois jamais. Voilà, là il faudrait que je me fasse arracher toutes les dents. J'ai des crises des rages de dents, je vous explique même pas, je pleure et je vais devant les pharmacies pour demander aux gens s'ils ont la générosité de m'acheter un médoc. Et le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus t'aider. Ouais. À cause de toutes les dérives qu'il y a. Ouais. Et tu es victime et les associations qui sont censées t'aider ne peuvent pas t'aider. Tu peux me mettre sur moi si tu veux. Non. Parce que moi j'ai pas envie de te montrer, tu sais pourquoi? Parce que je pense que tu as le droit de te reconstruire. Ouais. Tu as le droit, et quand je parle en plus avec une personne qui est instruite, une personne intelligente, merci. Une personne qui sait ce que c'est qu'une électrolyse. Quand tu vois que t'as des personnes. Là, ici, quand tu parles avec eux, ils ne savent même pas parler français. Exactement. Moi, quand je parle avec toi, je parle avec un mec qui est instruit, un mec qui travaille, un mec qui a envie de s'en sortir, qui est tombé et que malheureusement, on n'a jamais aidé à se relever. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je me réveille avec la peur. Je fais des crises d'angoisse. Je me dis, mais putain, je ne vais pas m'en sortir. Comment je vais faire pour avoir dormi dans un appartement avec un pote, je me sentais à l'abri. Et aujourd'hui, je vais vous dire, là, ça fait 10 jours que le poteau, là, il est pas là et que je suis dans la merde. Et vraiment, quand je dis la merde, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de toi. Et tous les amis, soi-disant, ou tous les gens qui me disaient, viens à la maison, viens machin. Quand tu as un appartement, que tout le monde sait que tu as un appartement, tout le monde veut que tu viennes dormir chez lui. Ouais. Mais ils savent que tu as un appart. Mais quand tu es vraiment dans la merde et que tu as ton baluchon, eux, ils veulent que tu viennes avec ta petite bouteille de rosé. Mais viens avec ton baluchon et ton matelas et ton sac de couchage, et bien on va là, à ce moment-là, il n'y a plus d'appart. Non, je peux pas, non, ceci, non, cela. Voilà. Et je te jure, je fais des crises d'angoisse de malade. Et après, je me dis, mais tu sais quoi, ça va, alhamdoulilah, t'es en bonne santé, tu vas reprendre le taf. Même là où je crèche, il y a un restaurateur qui m'a dit, tu sais quoi, fais ta carte d'identité, refais ta carte de sécu.
et viens me voir, je te fais travailler à mi-temps, que ce soit au black ou déclaré, mais là comme t'es, je peux pas. Il me dit là je peux pas, reprendre du poids un peu parce que t'as une sale mine. Alors Ali, Ouais. en fait en gros là c'est que moi j'ai vécu 10 ans comme sans domicile fixe et j'ai évité en fait toutes ces associations de merde le service de la mairie, le PSA, tout ça, parce qu'en fait en gros je sais que leur manière de faire fait que tu deviens comme ça, fait que tu finis comme ça et fait que tu t'en sors pas. Donc je me suis toujours démerdé en sous-location, colocation, j'ai toujours bougé, je me suis toujours arrangé. Mais si j'attendais en fait de la part de la mairie de Paris qui est censée normalement te trouver un hébergement d'urgence, te mettre sur une voie de réinsertion, parce qu'ils donnent des millions d'euros à des associations pour ça. On ne demande pas nous à se faire prendre par la main ou à se faire dorloter ou quoi. Non, on demande plus de... Je demande, là tu vas maintenant, tu prends ce papier là, tu vas directement là-bas et tu reviens me voir. Et j'ai l'impression que même dans les autres villes, dans les petits patins où j'étais, mais en 2-3 jours, on te trouve un appartement d'urgence, on trouve machin, tout ceci. Et à Paris, il n'y a rien. Mais à Paris, on dirait que tu crèves. Voilà à Paris. À Paris, en fait, pour qu'on s'occupe de toi, même si tu es SDF, il faut que tu aies de l'oseille. Parce que même une dame, elle m'a dit, ouais, je peux vous trouver une chambre ou quoi, mais il faudra quand même vous donner un petit billet. Mais je suis dans la merde. On me demande un billet à quelqu'un qui est dans la merde pour le sortir de la merde. Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la sauvagerie et le comportement, en fait, des SDF. Alors, aussi bien entre eux qu'avec les autres. Franchement, tout est lié, on va dire. En fait, ils boivent à en être morceaux. Un rien les dérange. Pour ça, ça peut aller à casser une canette sur la tête d'un mec, lui mettre un coup de chlasse, sauter à 3 sur lui mettre des gros pénaltys dans la tête alors qu'il est déjà à terre. Des vendeurs, des dealers qui te parlent comme des chiens, donc toi t'es pas habitué à ça, tu t'embrouilles avec, ça t'as 15 dessus, te parlent comme un chien, t'es une victime, alors que eux, quand ils se font attraper, qu'ils rentrent en prison, c'est eux les victimes, parce que c'est eux les donneurs de mort, c'est-à-dire que tous les mecs qui les voient arriver en tôle et qui savent que c'est des dealers, ils les savatent à mort, et c'est un juste rendu pour ce qu'ils font. Et après après un mec qui va être en queue pareil. Et tu penses que aujourd'hui, qu'une autre personne en détresse, une autre personne SDF pourrait avoir la même dérive et avoir le même comportement que Dabia, ou est-ce que tu crois vraiment? Non, c'est pas que elle, c'est tout le monde qui se laisse aller réellement et qui est pas comme moi, c'est-à-dire qui garde quand même la tête sur les épaules et qui sait que ce qu'il fait c'est pas bien, mais moi je me fais du mal qu'à moi-même. Même si autour de moi je sais que ça peine ma famille, ça peine les gens qui m'aiment, mais je monte pas de couteau sur quelqu'un, je pète pas de bouteille sur quelqu'un, je dépouille pas les gens, moi j'appelle ça la mitraille, je fais ma petite manche. J'ai des gens qui sont habitués, qui me connaissent, qui sont gentils comme tout, qui me ramènent à manger, des vêtements. Tu m'as dit qu'en journée tu es au métro Belle Nouvelle, c'est ça? Ouais. Alors, faudrait qu'on demande Ali. Et en règle générale, tu es habillé en noir, t'as une petite barbe, voilà, assez, quoi. Il faut dire quand même. Les yeux verts. Il a les yeux verts, il est assez beau gosse, hein, donc. Plein de gens m'ont dit qu'on dirait pas que je suis ah non, mais mec, tu ressembles moi je te dis, tu ressembles à un prince d'Arabie, mon gars. Tu ressembles à un prince du désert. Vraiment. Rappelle-moi ton prénom. Moi, je m'appelle Tarak. Tarak, je te remercie du fond du cœur. Mon gars, c'est normal. T'es venu avec la bonne démarche. T'as voulu à manger, t'as parlé tranquille, t'es poli, t'es instruit. Et c'est normal qu'on aide. Parce que j'ai été SDF, tu es SDF. Demain, n'importe qui peut être SDF parce que c'est une époque de fils de pute. Oui. Et clairement, aujourd'hui, on a des administrations qui font n'importe quoi au lieu de donner aux vrais acteurs, au lieu de faire bouger les choses réellement, on ne fait que empirer. Et malheureusement, ça fait longtemps qu'on avertissait sur des drames comme celui qu'il y a eu avec la petite Lola. Malheureusement, il y en aura d'autres.
Il y a eu d'ailleurs, tu peux le confirmer, plein de mineurs, et nous on en a fait sortir dans les camps de toxicos, que ce soit à la Chapelle, que ce soit à Porte de la Villette, Saint-Lazare, République, Châtelet, Gare du Nord, qui est le pire endroit. Tu me confirmes que c'est le pire endroit, Gare. Et qu'aujourd'hui, ces mineurs, en fait, qui sont violés, exploités, prostitués. Voilà, ils travaillent pour les vendeurs. Dans tous les sens, quand je dis travail, c'est autant aller leur faire leurs courses, autant se faire sodomiser par 15 mecs, voilà, jusqu'à temps que la meuf carrément elle est presque morte. Moi j'ai vu une meuf devant moi en allant pécho. Une meuf, elle m'a fait de la peine, elle était éclatée, épave, et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai prise, j'ai voulu la sortir, et le vendeur il m'a attrapé par le bras, je lui ai fait une clé de bras, il me saute à 3 dessus, je tiens quand même le bras de la demoiselle, je la tire avec moi, et puis le pire dans tout ça, c'est que la dame, elle me dit quoi? Elle me dit non, je veux rester ici avec eux. Et le mec, il a même Elle est dépendante, voilà, elle a le syndrome de Stockholm, elle est dépendante au crack. Il a même pas eu besoin de me taper, il lui a juste montré du produit, et elle est revenue direct s'asseoir. Nous, on a fait sortir des mineurs, et les mineurs qu'on a fait sortir à l'intérieur, on l'a fait uniquement qu'avec l'aide de la police. Sans la police, on ne pouvait pas. 40 policiers armés, fusil à pompe. Et il y a aussi ils ont retrouvé aussi des fœtus, des bébés enterrés dans le parc. Des fœtus? Des fœtus, des fœtus, 3 fœtus. Ils en ont pas parlé dans les médias. C'est pour ça qu'ils avaient tout bloqué. Ils ont dit qu'en fait, ils faisaient des contrôles ou ils venaient pour machin. Non, ils ont ramené une grue, un tracteur pour sortir des fœtus parce qu'il y a des gens au commissariat qui leur ont raconté qu'il y a des femmes qui accouchaient avant terme. Et pour pas que ça s'ébrouille tout quoi, ou pour pas voir le gamin qui était peut-être trisomique ou un monstre. Avec ou accro. Voilà, ou accro, et ben il l'a enterré vivant dans le parc. Ils ont trouvé 3 corps, plus 4 corps. C'est extrêmement grave. 4 corps des os. Vous imaginez que j'ai fumé au-dessus de corps morts. Voilà. Mon pied au-dessus d'un os. Voilà. C'est un truc de psychopathe. Putain. Et j'ai rêvé de ce moment-là d'avoir. Là, c'est Tarek qui est là pour me parler. Moi, depuis un an, je me suis dit que j'irais voir un jour un journaliste et je lui raconterai toute mon histoire. Eh ben écoute, c'est quoi, regarde, je te garantis, écoute bien Ali, je te garantis que les journalistes, je vais les amener à toi. Voilà. Tu seras à Bonne Nouvelle, tu seras ici le soir, je te les amènerai. Et on ne te lâchera pas. Et on te lâchera pas. Et on va mettre l'État devant sa responsabilité. On va mettre la mairie de Paris devant sa responsabilité parce que les choses que tu as vues. Ce que j'ai vu, je vais te dire, Tarek, écoute-moi bien. Là, je ne t'ai pas tout raconté, on a fait en gros. Si je te raconte tout ce que j'ai vu, si je prenais des photos de ce que j'ai vu, si je te disais les détails de choses qui se passent encore en ce moment, des habitudes, du cheminement, une femme qui était blindée, qui avait un appartement que sa mère elle lui avait laissé en héritage, se retrouver avec plus un sou alors qu'elle avait 200 000 euros. Et aujourd'hui faire des tournantes, se faire dégommer et me dire ouais Najib tu veux faire l'amour avec moi parce que je sais que toi t'es gentil, t'es ceci, je veux faire l'amour parce que je me fais que violer. Et je te raconterai tout ça. Et ben je te jure, les journalistes ils peuvent me poser 10 000 balles tellement on peut écrire un livre, tellement c'est choquant, tellement c'est vécu, tellement... Les gens de la rue, c'est pas les rappeurs. Les gens de la rue, c'est les gens comme Ali. C'est eux qui vivent la rue, qui bouffent la rue et qui détestent la rue. Exact. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Et on lâche rien. Ouais, on se revoit vite.